Bienvenue à notre façon, un balado qui explore les femmes en société qui font leur place et qui se distinguent dans leur milieu professionnel. Mon nom est Audrey Paquette et j'aurai le plaisir d'animer ce balado avec ma bonne amie Caroline Mondeux. Oui! Au travers de 5 épisodes, on a la chance de s'entretenir avec des femmes audacieuses et inspirantes qui tracent leur parcours à leur façon. Notre balado est un espace de confidence, de discussion authentique, mais surtout d'inspiration. Oh. Puis on fait ça à notre façon. T'es-tu prête? Yes, madame! Let's go! Let's go! Attention, ce balado pourrait contenir du contenu féministe. On s'adresse aux femmes, aux personnes s'identifiant avec le pronom « elles » et aux gens qui s'intéressent un peu, beaucoup aux femmes. Ben oui, on en parle encore, parce qu'on n'en parlera jamais assez. Bonne écoute! I'm trying to find my own way. Every day going forward. I'm listening, letting myself be inspired. And that I'm doing it on my own way. Salut, Caro! Salut les filles, salut! Comment tu vas? Ça va super bien, ça va. De la bonne bière, des bonnes amies. Ben oui, pourquoi pas. Ouais. Hey, aujourd'hui, premièrement, on veut remercier nos auditrices et auditeurs. Merci pour le love, merci de nous encourager, même après c'est notre 8e podcast? Ben oui, déjà! Puis aujourd'hui, on attaque un sujet qui est quand même plus sensible, difficile, mais très pertinent, nécessaire. Nécessaire, surtout, on trouvait ça important on trouvait ça important de l'aborder. Puis aujourd'hui, on va surtout parler de ressources, on va parler de parcours inspirants, de gens inspirants qui font la différence dans ce milieu-là. Donc, on est vraiment content d'avoir Maë avec nous. On a Maë Fall, qui est intervenante psychosociale en victimisation sexuelle. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Merci. Sur le plateau. Hey, on est sur un plateau de tournage. On est rendu gros show plateau. Ben oui, c'est big. 8e épisode, là, je sens. Quand même. Oui. Écoute, je me vois dans un autre univers. Non, pas long. Merci d'avoir accepté de venir faire le podcast. Ça me fait plaisir, vraiment. Là. Merci de m'avoir invitée. J'ai beaucoup de choses à dire. C'est rare qu'on me donne le micro de cette façon-là. Fait que Honnêtement, c'est une des entrevues que je sais qu'on va peut-être dépasser, puis il va falloir que j'essaie de nous ramener à l'ordre, mais ça va vraiment être pertinent, je le sais, no pressure. Non. Donc oui, c'est ça, toi, t'es intervenante psychosociale en victimisation sexuelle. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours, d'où est né cet intérêt-là à cheminer justement dans ce milieu? Ouais, ce qui est particulier, c'est que j'ai jamais choisi vraiment de faire ça comme travail. C'est sûr que je l'ai choisi parce que je suis passionnée, j'aime ce que je fais, mais quand je me souviens, en fait, quand j'étais au cégep ou à l'université, je savais pas du tout ce que je voulais faire dans la vie, mais ce que je savais, c'est que je voulais pas trop me compliquer la vie, pas faire des interventions trop lourdes non plus, puis regarder où je suis maintenant. Là, c'est quand même... Fait que c'est vraiment un parcours en entonnoir. J'ai précisé... au cégep, puis à l'université, ce qui m'intéressait. Intérêt pour l'humain en général. Je pense que c'est important, ça, surtout dans cette branche-là. Exactement. Curiosité aussi, puis le désir de vouloir aider aussi, ça, c'était quelque chose qui était important pour moi. Mais comment? Parce qu'on peut le faire de tellement de manières. Puis ensuite, c'est avec des cours, ultimement, que j'ai eu un coup de cœur pour... Un flash, là, de... Ouais, un flash. À l'université, cours de victimisation sexuelle, j'ai dit, c'est donc bien intéressant. J'avais des super bonnes notes, j'étudiais pas tant. Ouais. Puis je sortais de mes cours sans être trop bouleversée non plus, comme d'autres de mes collègues de classe. Fait que je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire là. Puis j'ai choisi de faire mes stages à la fin de mon bac dans un CALAX, les centres d'aide pour les victimes de violences sexuelles, pour des femmes victimes de violences sexuelles. Mais c'est aussi un centre qui fait beaucoup de militantisme. Fait que ça m'a vraiment ouvert la porte à ce monde de défense des droits des victimes, d'intervention directe, des groupes de soutien. Puis là, j'aime dire que j'ai eu un coup de cœur, mais que comme la clientèle puis la problématique a eu un coup de cœur. Ça a été comme réciproque. Un coup de foudre mutuel. Ouais, c'est ça. J'ai été beaucoup encouragée. Je sentais que le lien était bon. Puis je savais pas trop ce que je faisais de bien, mais ça fonctionnait. C'était facile de développer des liens de confiance avec les femmes que je rencontrais. Puis encore une fois, je me sentais pas complètement bouleversée en sortant des rencontres. Puis je me suis dit, là, c'est peut-être un signe. Puis c'est ça, tout a déboulé. J'ai fait de l'éducation sexuelle en parallèle, mais mon petit chouchou, là, c'était vraiment l'aide aux victimes. Ouais. Mais c'est sûr que ça se complète, là, tes études. C'était un baccalauréat en sexologie? Oui, c'est ça. Ouais. Un bac en sexologie. Ça se complète avec juste ton accompagnement avec les victimes, j'imagine. Oui. Tu fais ça depuis combien de temps?
Depuis 2010. OK! Ah, wow, je suis vraiment contente que tu sois là. Parfait, oui. Puis dis-nous, ça a l'air de quoi une journée typique dans ton quotidien professionnel? Une journée typique, c'est une journée atypique, dans le sens où c'est une journée très imprévisible parce que les victimes sont très différentes les unes des autres. On se concentre vraiment sur les besoins, les priorités. Mais c'est aussi qu'avec mon travail, je ne sais jamais quand est-ce que je vais avoir à faire une intervention parce qu'on se présente quand les victimes se présentent au centre désigné. Donc, on m'appelle quand une victime est déjà au centre désigné, déjà sur place. Et ça, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de routine. Il y a une espèce d'adrénaline aussi. Là, quand on m'appelle, je dis « OK, go, j'y vais ». Je pousse la porte et j'apprends à connaître la personne avec qui je dois développer un lien de confiance rapidement. Ouais. Mais tu n'as pas le choix d'être en bon état cette journée-là. Tu peux pas arriver scrap à la job. Là, scrap, dans quel sens? Non, mais dans le sens que tu peux pas avoir... Même si tu as mal dormi, il faut que tu sois de bonne humeur puis prête à accompagner la victime. Dans le sens que même si toi, tu as des problèmes dans ta vie, il faut que vraiment que tu les mettes de côté puis que tu te dises « OK, je suis là à 100%. » quand même. Ben, ça dépend. Pour moi, c'est plus facile parce que je suis très compartimentalisée. Quand je suis au travail, je suis au travail. Quand c'est dans ma vie personnelle, c'est dans ma vie personnelle. Ce qui fait que je ramène pas de travail à la maison, entre guillemets. Donc, oui, c'est ça. Quand je suis au travail, je me concentre vraiment sur les besoins de la victime qui est devant moi. C'est une intervention qui peut être très longue aussi. Ça peut durer 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ça dépend des soins qu'on a à offrir. Moi, je travaille vite, mais je vais aussi au rythme de mes patients et de mes patientes. Donc, des fois, ça prend plus de temps avant de pouvoir faire des examens, préparer les choses, préparer les prélèvements, rassurer, bien Mais c'est souvent quand l'agression s'est passée récemment, non? Exactement, c'est ça. Moi, je fais l'intervention d'urgence, l'intervention de première ligne. Donc, il faut qu'il y ait un délai très court là, depuis l'agression. On dit quelques jours. C'est jusqu'à combien de jours environ pour... Pour l'intervention au centre désigné, on dit 5 jours parce que c'est le maximum pour faire des prélèvements au niveau médico-légal. Okay. Mais c'est sûr qu'il y a des victimes, des fois, qui nous appellent, ça fait 10 jours, mais là, c'est plus des fois à distance ou sur rendez-vous qu'on les rencontre. Fait que c'est quand même des victimes d'agressions récentes, mais pas peut-être pas aussi récents que 5 jours ou même... des fois quelques heures. Si ça fait 1 semaine ou 2 semaines, c'est déjà trop tard. Pour l'intervention d'urgence, c'est trop tard parce qu'au niveau des soins médicaux, les délais sont dépassés. Au niveau des examens médico-légaux aussi, mais on donne un rendez-vous quand même rapidement. Là, c'est vraiment la pandémie qui fait en sorte qu'on donne un rendez-vous à distance. Là. Parce que sinon, est-ce qu'ils sont redirigés vers d'autres services ou c'est surtout... Oui, tout à fait, c'est ça. Ça peut être le cas aussi parce qu'il existe une multitude de services. Là, beaucoup ont une liste d'attente, là, malheureusement. Mais pour ce qui est des services d'urgence, c'est ça, on est quand même une belle porte d'entrée pour des victimes d'agressions sexuelles récentes. Ouais. Puis, dis-moi, tu donnes aussi des conférences pour la prévention d'agressions sexuelles. Ça se fait où? Dans les écoles secondaires? Oui, dans les dernières années, j'ai donné des conférences dans les écoles secondaires, dans l'éducation sexuelle aussi. Là. J'ai fait des conférences auprès des milieux professionnels, des professionnels de la santé, des organismes communautaires. Avec le mouvement MeToo aussi, il y a eu comme un intérêt pour la prévention. Puis même dans les établissements scolaires comme les cégeps, les universités, là, la prévention était obligatoire. Donc, on est venu me chercher. C'est ça que je me demandais, en fait, par rapport à ça. On en parlait plus tôt aujourd'hui. Par rapport, justement, tu sais, moi, par exemple, je fais partie d'une association étudiante à l'université, puis on a, pour les initiations, par exemple, les intégrations, on avait justement des formations obligatoires et tout. Qui est en charge de mettre sur place ces formations-là? Est-ce que c'est une rencontre que vous faites, pas nécessairement toi, mais que des spécialistes font pour monter ces formations-là? Est-ce que c'est des professeurs? Non, c'est souvent des comités qui sont désignés. Ça peut être des étudiants qui sont amenés à créer des formations, mais ils font appel à beaucoup de professionnels aussi. Je sais que là, dans les universités, il y a des capsules qui sont diffusées. Qui sont obligatoires. Donc, dans certaines universités, il faut avoir suivi la formation pour pouvoir s'inscrire à des cours, tout ça. Des capsules interactives aussi qui sont super dynamiques où il y a à répondre à des questions. Moi, je l'ai suivi puis je trouvais ça, honnêtement, c'est super pertinent, là, tu sais, puis it's about time pour moi. Puis est-ce que les professeurs suivent cette même formation-là? Oui, c'est ça. Okay. Les employés aussi doivent être formés. Donc, les enseignants, mais aussi les employés de soutien. Je pense que c'est nécessaire. Mais tu sais, c'est fou comment ça a pris autant de temps pour qu'ils imposent ça dans ça a pris le mouvement MeToo. Mais depuis les 10 dernières années, est-ce que tu as vu justement, parce que tu parlais que tu faisais de l'éducation sexuelle dans les
les écoles secondaires et tout. T'as-tu vu une différence dans justement les formations qui sont amenées, qui sont présentées aux étudiants? Tout à fait. Ouais. Ben, on est passé, je me souviens, il y a 10 ans, quand j'étais stagiaire au Calax de l'Ouest de l'île, justement, on faisait des démarches dans les écoles pour présenter un programme qui est gratuit, là, l'organisme communautaire. Et certains directeurs nous répondaient des fois, ben non, il n'y en a pas d'agression sexuelle à notre école, on n'a pas besoin de ça. Donc, on est passé à un déni total, à finalement, un intérêt, mais qui est aussi obligatoire. Donc, on se demande à quel point mais il y a une reconnaissance des problématiques. Les mouvements dans les universités américaines aussi, là, des agressions sur le campus qui ont fait beaucoup de vagues aussi, qui ont eu beaucoup d'impact pour nos universités, nos cégeps. Là, Mais oui, le mouvement MeToo, ça a tout changé. Ça a une prise de conscience sociale, mais au niveau de la prévention, c'est juste plus facile d'avoir accès aux étudiants puis aux gens en général. Ouais. C'est sûr. D'un bon côté, mais ça a pris toute une ampleur, je trouve, même au niveau mondial. Mais il faut passer par là, comme on se disait, pour pouvoir cheminer, je pense. Mais avant de parler plus en profondeur, justement, des victimes, c'est quoi l'accompagnement, on s'intéressait aussi à savoir, toi, de ton point de vue d'intervenante, comment est-ce que tu réussis à ventiler après une grosse journée? Tu sais, des fois, ça doit être quand même douloureux, même à entendre des témoignages qui sont pas trop faciles. Même si tu segmentes, là, comme tu dis. Oui, même si c'est un blocage. Ah oui, c'est ça. Je pense que, comme je le disais, il y a des aptitudes qui sont nécessaires quand on choisit de faire ce métier-là. Il faut avoir une certaine tolérance aussi à ce genre d'histoire, cette douleur-là, cette horreur-là aussi, des fois. Puis je parle pas des victimes, je parle de leur histoire, puis même de leur agresseur. Là. C'est frustrant, des fois, d'entendre les histoires, puis de dire, OK, c'était vraiment planifié, c'est pas un accident, c'est pas un manque d'éducation. Là. Tu sens vraiment que l'agresseur a mis en place là, volontairement, vraiment volontairement, qui n'a pas écouté la personne qui était devant lui. Ça, c'est choquant. C'est sûr que j'ai la chance d'avoir un entourage en or qui accepte, qui tolère que je ventile de temps en temps. Pas tout le monde. Puis je dois faire attention aussi par rapport à la confidentialité. Je dois faire attention aussi à pas surcharger mon entourage, là, des histoires comme ça qui sont dures pour moi. Mais j'ai quand même des gens dans mon entourage qui sont aussi tolérants, qui sont disons, qui m'aiment. Qui voient la nécessité aussi à ce que tu puisses en parler d'une façon... Ben, dans tous les domaines, je pense. Tu sais, juste si tu as vraiment eu une semaine qui a été difficile pour toi, oui, c'est sûr. Tu sais, même dans mon cas, là, je ne vais pas raconter les détails puis les noms, mais c'est sûr que tu te confies à quelqu'un dans ton entourage. Tu n'as pas le choix, tu ne peux pas garder ça pour toi. Puis les détails, c'est pas tant important. C'est souvent quand je vis des situations difficiles, c'est par rapport à ce que ça me fait vivre. Parce que s'il y a une chose que j'ai réalisée en faisant ce travail, c'est que ça peut arriver à n'importe qui. Et je suis intervenue auprès de centaines de victimes et je peux toujours pas dire que ça m'arrivera jamais à moi. Et ça m'est arrivé aussi. Et ça m'est arrivé aussi pendant que j'exerçais mon travail. Fait que c'est pas une question d'avoir des outils de défense. Là. Des fois, ça arrive vite, ça nous surprend. On est manipulé, on nous ment, on nous trahit. Ça nous prend par surprise. Puis on s'en rend compte quand il est trop tard des fois. Ouais, je pense qu'on a le réflexe de dire si ça m'arrivait, je réagirais de telle façon. Alors que quand ça t'arrive, t'es comme bloqué puis tu dis non, ça m'arrive pas en ce moment. C'est tellement facile de juger là, d'un œil extérieur, de faire comme voyons donc, non, mais tu sais, je veux dire, essaie de te mettre à ma place ou à la place de la victime pendant une seconde, tu sais, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, beaucoup plus complexe qu'on pense. Là, puis même avec les vagues de dénonciation, je sais que ça a créé des sujets, des conversations, tu sais, même avec mes pères, avec mon entourage, mon copain, où nous, on s'est questionné en tant que femmes, tu sais, puis les hommes aussi, à savoir si on avait vécu ou banalisé certains comportements du harcèlement ou des hommes que je côtoie qui disent, OK, j'avoue que des fois, peut-être que j'ai mal agi, tu sais. C'est beau, mais en même temps, il y a eu comme tout ce travail-là, je trouve, de réflexion. Oui, c'est pour ça qu'elles sont importantes, les vagues de dénonciation. C'est sûr que c'est douloureux. C'est pas parfait. Je pense à des dénonciations, des fois, qui sont maladroites ou qui ont des conséquences. Des fois, on se dit, est-ce qu'il y a une meilleure solution? Cela dit, ça reste important parce qu'on parle de ce qui est arrivé. Et c'est là qu'il y a des femmes et des hommes qui réalisent, OK, c'était pas juste un malaise finalement que je ressentais. Ça a même un nom. Je pourrais même porter plainte.
Puis porter plainte, c'est pas ce qui est important, mais de savoir finalement, ce qu'on a vécu, c'est un crime, puis on pourrait même porter plainte contre son agresseur, ça ouvre les yeux, ça permet aux gens d'aller chercher de l'aide aussi. Je pense à la dernière vague de dénonciation où il y a beaucoup d'hommes qui ont parlé du fait qu'ils vivaient des agressions, même à l'âge adulte, de la part de femmes. Là, ça, c'est important d'entendre ça. Il n'y a pas de sexe là, pour vivre ou faire non, c'est ça. mal. Dans les chiffres, c'est sûr que si on regarde les statistiques, des fois, moi, je suis la première à dire, attention, il y a des victimes hommes, il y a des victimes femmes, il y a des victimes non-binaires aussi, des personnes trans, tout ça, là, tout le monde est victime. Mais les chiffres parlent quand même. On voit que c'est beaucoup des hommes cisgenres qui sont surreprésentés chez les agresseurs. On dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que toutes ces personnes, ces hommes, ces femmes, ces personnes non-binaires sont agressées par des hommes, des personnes qui se définissent comme étant des hommes. Qu'est-ce qui se passe? Mais je sais pas comment tu fais pour... Dans le sens, ça prend beaucoup de patience, de courage, même de côtoyer ça dans ton quotidien, parce que juste de lire les journaux, m'intéresser aux nouvelles dans les médias, ça me décourage, ça vient me chercher à un next level, dans le sens où je vois encore un féminicide. Ben oui, ça a été créé. C'est frustrant parce qu'on peut pas vraiment on peut rien faire par rapport à ça comme à court terme, tu sais. C'est parce que c'est comme si, en fait, tu sais, par exemple, auprès de certaines communautés, c'est comme si on va renforcer une certaine une éducation qui est déjà, une certaine conscience qui est déjà présente. C'est des gens qui sont comme, je savais pas ça, mais je savais déjà ça. Mais c'est comme s'il y a certaines autres communautés ou groupes de personnes qui, on dirait que c'est comme si ça existait pas pour eux, tu sais. Puis c'est comme... C'est vrai. Mais pour répondre à ce que tu disais, Audrey, tu sais, moi, ce qui est particulier, c'est que même ce qui est dans les journaux, moi aussi, j'ai la difficulté à entendre ça. Mais j'arrive à faire mon travail. Comment? Parce que moi, j'ai accès à un petit peu de résilience quand je travaille. J'ai accès quand même si la personne, je la rencontre, elle vient de vivre une agression, c'est sûr que je peux pas dire elle sort de mon bureau et elle est guérie, mais il y a une différence quand même. Comme c'est de l'intervention d'urgence aussi, il y a des gens qui planifient pas venir à l'urgence, qui n'avaient pas du tout planifié à recevoir de l'aide. Donc, ils sont un peu catapultés au centre désigné, ils ne savent pas ce qu'ils viennent faire là. Puis moi, j'arrive en disant « Salut, je viens t'aider ». Mais j'explique comment j'aide aussi. Et pour beaucoup de personnes, je vois que ça les apaise déjà. Il y a un ancrage. Il y a des ressources pour m'aider. Il y a des ressources, qu'il y a une personne qui m'a consacré du temps. Puis, hey, je suis à l'urgence, mais il y a une intervenante qui est là pour moi. De A à Z. C'est quand même... On sait que les urgences, des fois... oui. Attends longtemps. Mais c'est ça qui fait que notre rôle est important parce que dans aucune urgence, il y a un médecin ou une infirmière qui pourrait consacrer 3-4 heures à une intervention, à soutenir, à penser aux petits besoins. Ça peut aller jusqu'à 4 heures? Oui, même plus, dépendamment des besoins. C'est pas séparé en différentes journées? Non, c'est ça, c'est vraiment comme la première rencontre. Je veux pas faire peur aux gens non plus. C'est pas un 4 heures d'attente. Ça peut aller jusqu'à 4 heures, mais des fois, ça peut être plus rapide aussi. Puis ça, c'est mon travail aussi de m'adapter aux besoins quand j'ai une patiente ou un patient qui arrive en disant « Moi, je veux pas être ici, j'ai hâte de rentrer chez moi. » OK, on va essayer de trouver une façon de te donner les soins que tu as envie de recevoir, mais d'accélérer les choses pour pas... faire étirer le mal. Exactement, c'est ça. Mais OK, parce qu'après, on a posé une couple de questions sur nos réseaux sociaux. Puis on voulait savoir ce que nos abonnés pensaient, les gens qui nous écoutent, s'il y avait une question à te poser, qu'est-ce qu'elles poseraient. Donc, on peut commencer par ça pour les victimes, parce que tu sais, t'as déjà, tu parles un peu de l'accompagnement avec les victimes, mais on voulait savoir, c'est quoi les premières étapes qu'une victime doit suivre, dans le sens directement après avoir subi une agression sexuelle? Mais déjà, connaître les ressources d'urgence, savoir à quel centre désigné se présenter, ça peut être intéressant. Parce qu'à Montréal, entre autres, même à l'extérieur de Montréal ou en région, il y a des centres désignés dans certains centres hospitaliers. Il faut savoir lesquels. Donc, pour ne pas faire le tour des ressources ou le tour des hôpitaux. Déjà qu'on a envie d'avoir un service on a un besoin rapide. Là, exactement. Exactement. Donc, connaître les ressources. Puis ensuite, dépendamment de ce qui est arrivé, moi, c'est sûr que j'encouragerais les gens à se présenter dans les centres désignés parce que là, tu as accès justement à une intervenante qui va pouvoir évaluer tes besoins. Et il y en a des gens qui arrivent à l'hôpital puis disent « Ouais, mais moi, je veux rien faire finalement. » Mais c'est correct. Tu sais, c'est juste le fait qu'on ait au moins un contact, que je puisse te présenter les services. Tu as le droit de les refuser, les services. On t'oblige pas à faire quoi que ce soit. Ça reste ton choix, mais au moins, c'est un choix éclairé. On va t'expliquer à quoi ça sert.
Est-ce que tu t'inquiètes pour les ITS? Oui. Ah, ben voici ce qu'on peut faire. Mais si tu veux pas faire d'examen en ce moment, il y a d'autres choses qu'on peut faire plus tard pour faire un dépistage, s'assurer qu'il n'y a rien qui t'a été transmis. Tu sais, il y a ces choses-là qui sont importantes à expliquer. Et c'est tellement du cas par cas que c'est difficile quand on fait de la prévention de tout expliquer ça d'emblée pour tout le monde, pour toutes les situations. Ouais. Donc, ce que je conseille aux gens, de se présenter le plus rapidement possible dans les centres désignés parce qu'il y a certains traitements qui ont des délais. Je pense à la contraception d'urgence. Je pense au traitement préventif pour le VIH. Il faut commencer la médication le plus rapidement possible. Puis des fois, les délais sont dépassés. Puis on dit aux gens, OK, ça t'inquiète, mais désolé, le médicament, je pourrais te le donner, mais il ne fonctionnera pas, il ne sera pas efficace. Fait que c'est là, des fois, que c'est déchirant. Mais donc, de se présenter le plus rapidement possible, de prendre pour acquis que la personne qui va nous accompagner va respecter nos besoins, nos limites. C'est à ça que ça sert, le centre désigné. Puis au moins, après ça, d'être accroché à un centre, d'avoir une ressource, là, ça permet de pouvoir poser des questions plus tard, d'avoir un petit suivi, d'avoir des références vers les bonnes ressources. Puis, est-ce qu'il y a un service qui est adapté, mettons, spécialement aux adolescents et spécialement aux adultes, ou c'est vraiment comme un service qui est plus réparti, peu importe la tranche d'âge? Non, c'est ça, c'est réparti généralement selon si la victime est adulte ou mineure. Là, encore là, si on parle au Québec au complet, ça peut être organisé différemment. Ça dépend des ressources qu'il y a dans chaque région. Voilà pourquoi j'encourage les gens à appeler à la ligne ressources et de référence. C'est ça, je me demandais, c'était ma prochaine question. Dans le sens, les ressources, oui, mais on les trouve où? Ben, il y a un numéro de téléphone, un seul numéro d'écoute et de référence. Donc, pour les gens qui... Ça pourrait être des amis, ça pourrait être des témoins, ça pourrait être... Puis, c'est pas seulement d'appeler pour son ami qui est victime, ça peut être d'appeler pour soi-même en disant « J'ai besoin de parler, je vis quelque chose. Je sais pas comment aider mon ami, qu'est-ce que je fais? » Il y a quand même un intervenant qui peut répondre au téléphone. L'entourage est vraiment important dans ça. Des fois, on l'oublie, mais les gens autour qui soit voient ce genre d'acte-là ou accompagnent quelqu'un dans ce processus-là, c'est tellement important. Là. Oui, puis ils savent pas toujours comment aider. Des fois, ils peuvent être maladroits ou ils ont besoin de parler. Mais c'est pas avec la victime que tu fais ça. Là. Tu peux pas lui demander de porter la charge émotive. Je pense que quand ça dépasse tes capacités, dans le sens où tu peux plus aider ton ami, je pense que c'est là que tu dois justement faire appel aux ressources puis dire, regarde, je te confie en de bonnes mains parce que ça vaut au même titre que les suicides. Là, si t'es pas capable de contrôler ça, parce que c'est sûr, on n'a pas tout un bac en psycho. Puis il y a des gens formés pour ça, je veux dire, qui sont là pour répondre à ces besoins-là. Ouais. Exactement. Puis disons, les victimes n'ont pas toujours non plus envie d'être aidées par leur ami, par leur meilleur ami. Moi, je voudrais bien accompagner aussi toutes les gens dans mon entourage, mais ça se peut qu'ils ne veulent pas de mon aide à moi. Ils veulent de l'aide professionnelle, mais moi, je suis trop proche des fois. Il y a un certain jugement, je pense, qui se fait sans vouloir. Oui, il n'y a peut-être pas une neutralité à 100% comme si j'étais leur intervenante. Je peux donner des trucs, c'est sûr. Je peux leur donner des ressources, mais de les accompagner comme je le fais avec des personnes étrangères, c'est sûr que c'est émotivement, pour moi, ce ne serait pas la même chose. Ben, c'est sûr qu'ils seraient bien plus impliqués. Là. Ben oui. Donc, référer aux ressources, à la ligne ressources, c'est une ligne d'écoute, une ligne de référence aussi. Donc, ils ont le bottin des ressources à travers la province. Pour donc les personnes mineures, majeures, francophones, allophones, anglophones. Des fois, ça peut être intéressant. Des personnes réfugiées aussi. Oui, c'est ça. Effectivement, des personnes sourdes et muettes aussi qui peuvent avoir accès à ces services. Voilà. Référer au bon endroit. Le ratio homme-femme avec qui tu travailles, là, je vais revenir aux questions, là, mais parce que je me disais, il me semble, moi, je me sentirais bien plus confortable de me confier à une femme si je vis une agression sexuelle faite par un homme. On dirait qu'à ce moment-là, tu voudrais te confier aux femmes. Comment ça fonctionne? Oui, ben en fait, c'est beaucoup des femmes qui interviennent, surtout quand on parle des ressources d'urgence, effectivement, parce que des femmes sont plus confortables et sont plus nombreuses à aller chercher l'aide. On préfère choisir des intervenantes femmes. Cela dit, dans les centres désignés, à l'urgence, il y a tout le reste du personnel médical aussi. C'est ça qu'on voulait. Parfois, certaines personnes sont craintives. Là, un médecin homme, je suis pas sûre. Et on n'a pas toujours le choix non plus à l'urgence. Mais bon, moi, j'ai de la chance. J'ai une bonne équipe de travail. J'ai des médecins hommes, des infirmiers hommes qui sont très compétents, qui sont très doux, qui sont très appropriés. Puis moi-même, je sais que ça peut être un enjeu, mais je mens jamais à mes patientes. Je leur dis, si je vais chercher cet homme médecin, cette femme médecin même, ou peu importe l'équipe qui va venir en aide, là, qui va faire l'intervention à mes côtés, si moi, j'étais pas confortable de recevoir des soins de cette personne-là, j'irais chercher quelqu'un d'autre.
C'est jamais arrivé parce que j'ai vraiment une bonne équipe, puis j'ai jamais eu le besoin, là, puis j'ai jamais senti là, qu'il fallait que j'aille chercher un autre intervenant, un autre médecin, par exemple. C'est jamais arrivé, mais si c'était le cas, c'est sûr que si j'ai le choix, là, j'épargnerais ça à mes patients. C'est sûr. Puis vous êtes combien à graviter autour de ce service-là? En fait, si tu dis que des fois, tu vas chercher dépendamment du besoin aussi de l'intervention, mais vous êtes combien environ? Bien, c'est le personnel médical de l'urgence. Donc, on est plusieurs. Là, je peux répondre de manière personnelle. Là. C'est sûr que mon urgence, la façon dont elle est organisée, le jour où il y a plus de médecins, là, c'est sûr. Des fois, je peux avoir le choix. Mais souvent, j'ai pas tant à choisir. Là. C'est comme le médecin qui est disponible. Ouais. Puis j'ai la chance aussi au centre hospitalier où je travaille, où tout le monde comprend l'urgence de faire l'intervention. Il n'y a pas d'attente pour rien. Souvent, j'accroche les médecins. Je dis, OK, dans 15 minutes, je vais être prête. Ouais, OK, c'est beau. Puis là, on se coordonne. C'est toute une chorégraphie. Là. Avec les infirmiers et infirmières aussi, là, on se coordonne pour les soins, les prises de sang, tout ça. Mais tout le monde comprend que notre but, c'est quand même de libérer cette patiente ou ce patient-là le plus rapidement possible. Fait qu'on s'arrange quand même pour pas... Faites-vous répéter la victime la situation? Parce que peut-être c'est un mythe. J'ai entendu dire que les policiers étaient peut-être pas délicats. Ça, c'est peut-être après ou avant que la personne se rende dans un centre désigné, mais tu sais qu'elle doit répéter sans cesse. Puis là, elle est un peu comme bouleversée, perdue, donc elle se souvient pas nécessairement de tous les détails. Fait que là... Il y a moins de preuves justifiées, ce qui fait en sorte que ça décourage beaucoup de victimes. C'est sûr que le témoignage est important pour une personne qui porte plainte. Parfois, les policiers accompagnent les victimes au centre hospitalier. Okay. Ouais, c'est ça. Puis parfois, les victimes se présentent d'elles-mêmes parce qu'elles ont été référées. Donc, on peut appeler les policiers plus tard là, dans le processus. Mais c'est vrai qu'il va falloir un minimum raconter plusieurs fois. Donc, raconter déjà une première fois au policier pour porter plainte, il faut ouvrir un dossier de plainte, dossier qui va être acheminé à des enquêteurs qui, eux, ensuite vont vraiment démarrer l'enquête avec une rencontre avec la victime, la déposition. C'est une entrevue un peu plus longue, très en détail. Et c'est sûr qu'à travers tout ça, si moi j'arrive et je dis, j'ai besoin d'avoir un minimum d'informations sur ce qui s'est passé. Par contre, mes questions à moi vont pas tant en détail. Je veux pas savoir comment, mais je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé pour savoir quels soins j'ai à offrir. Comment elle se sent aussi par rapport c'est ça. C'est vrai qu'il y a tout le volet d'accompagnement, des émotions, d'accompagnement du choc. Mais j'ai quand même un travail attention, j'ai des prélèvements très précis à faire pour l'intervention médico-légale. Tu pourrais pas aller voir, par exemple, je sais qu'il y a comme un enjeu de confidentialité, mais tu pourrais pas, par exemple, aller voir le témoignage parce que c'est ça que j'entre une autre question pour la suite, là, mais parce qu'on se demandait aussi, la victime, elle vit cet acte horrible-là. Puis, elle sait pas vers qui se tourner. Donc, elle va peut-être aller voir la police directement. Donc, toi, tu seras pas encore arrivé. Puis là, elle raconte son truc. Toi, est-ce que tu pourrais juste aller prendre ce témoignage-là pour éviter, par exemple, qu'elle doive le répéter? Là? Oui et non. Parce qu'en fait, les policiers posent pas trop de questions non plus. Si déjà, ils identifient que c'est une victime récente, dans les 5 derniers jours, si déjà, ils établissent que ils vont aller au centre désigné, ils font attention aux questions qu'ils posent. Puis des fois, je discute avec les policiers, c'est des cas des fois plus compliqués. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis ils me disent, on sait que c'est arrivé à tel endroit, il est arrivé telle situation, mais au niveau des contacts sexuels, on n'a pas de détails. Peut-être qu'ils étaient moins à l'aise de se confier à la personne. Oui, aussi. Peut-être. De toute façon, ça va être aux enquêteurs vraiment de poser ces questions-là en détail. Et moi, si je connais pas la nature des contacts sexuels, alors je fais des prélèvements. Comment, tu sais. Donc, c'est sûr qu'il faut que j'ai un minimum d'informations, mais j'avertis mes patients et mes patientes. Je dis, t'es pas obligé de tout me raconter. Ou il y en a à qui je dis, j'ai des questions précises, en fait, à te poser. Est-ce que tu veux que je te pose seulement ces questions-là? Oui. Il y en a d'autres qui ont besoin de verbaliser. Ça leur fait du bien aussi de raconter. La mise en contexte aussi. Ça, c'est long. Souvent, là, c'est beaucoup de mise en contexte. Puis là, des fois, je comprends très bien là, que c'est difficile d'en arriver au moment de l'agression. Ouais. Donc, ça arrive souvent des patients qui vont raconter. Ça peut prendre un bon 15 minutes là, j'étais à tel endroit, je l'ai rencontré de cette façon, tout ça. Puis là, c'est arrivé. Là, je fais, oh, OK. Mais il n'y a pas de détails. Mais là, après ça, oui. Là, c'est là que moi, je complète avec des questions, mais j'y vais strictement avec ce que j'ai besoin de savoir. Puis ensuite, avec mon équipe médicale, je leur raconte pas tout non plus. Je leur raconte ce qu'ils ont besoin de savoir pour faire la bonne intervention. Et on est une équipe de travail. Donc, si le médecin a des questions de santé à poser, parfait.
Puis j'assiste à ce moment-là aussi. Tu l'accompagnes avec tous les intervenants Oui, qui c'est se ça, joignent. c'est important. Je reste là parce que si jamais... de toute façon, il faut que je sois là pour guider l'intervention. C'est plus facile avec les tubes, tout ça. Là. Il faut que ça soit fait de façon très protocolaire. Ouais. C'est quand même des prélèvements qui comptent comme preuve. Donc, il faut que ça Tu fais soit la bien transition fait. aussi entre, par exemple, le corps policier puis le corps plus médical. Oui, c'est toi qui fais ça. la transition aussi. Exactement. Donc, je suis là aussi pour m'assurer que les prélèvements se fassent en bonne et due forme. Donc, j'assiste aux examens et tout, mais c'est aussi d'être présente pour dire s'il y a quoi que ce soit. Il y a Maï qui est là pour défendre tes droits, tes limites. Il y a des choses qu'on a déjà discutées, puis c'est sûr que je donne un minimum d'informations à mon équipe, puis des fois, j'oublie certains détails, faire comme « Ah, c'est vrai, c'est son premier examen gynéco, j'avais oublié de le dire au médecin. » Puis là, je le dis à voix haute. Je dis « Alors, c'est ton premier examen? OK, voici comment ça en va plus, se passer. » c'est une expérience, l'examen au gynéco, quand c'est la première fois. Oui, bien, ça arrive souvent parce que c'est Plus jeune. C'est ça, quand on est plus jeune, on n'a pas nécessairement un examen gynécologique et les dépistages, aujourd'hui, se font des fois même par auto-prélèvement. Donc, je rencontre des fois des jeunes femmes, 23, 24 ans, qui n'ont jamais eu d'examen gynécologique avant. Mais on se prépare bien. C'est ça aussi mon travail, de bien expliquer, bien montrer. Je me mets aussi beaucoup à la place de cette personne-là. Ça, c'est mon truc, là. Quand j'arrive à l'urgence, je me dis, moi, c'est ma 800e fois. Cette personne-là, c'est sa première fois. Ouais. C'est le truc que je me rappelle, c'est la petite phrase que je me répète. C'est toujours la première fois. C'est sa première fois. Juste pour me dire, moi, là, c'est pas une parmi tant d'autres. Là. C'est son expérience à elle de cet examen-là, de cette situation-là qu'elle vit. Faut que ça se passe bien. Faut que ça se passe le mieux possible. Fait que je me répète ça là, en marchant vers l'urgence, là, disant, c'est sa première fois, c'est sa première fois. Ben, c'est une belle façon de voir les choses, je trouve. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de justement pas avoir des coups de cœur, mais de dire, OK, je vais même les suivre jusqu'en cours pour apporter ton soutien? C'est arrivé, ça fait pas partie de mes tâches, mais c'est arrivé des patientes qui me rappellent après des années. Techniquement, on a perdu contact parce que notre suivi s'est terminé. Mais elles n'ont pas trouvé nécessairement d'autres ressources. Elles savent que je connais l'histoire. Ouais. Puis là, c'est comme un petit peu un suivi, puis dire, le processus judiciaire arrive, il y a procès. Ah, OK. Fait que là, c'est sûr que c'est des règles spéciales. C'est pas tant par coup de cœur, là, je dirais pas ça. Là, c'est vraiment plus le fait qu'on m'appelle, puis elles sont pas si nombreuses que ça à m'appeler non plus. Là, donc, je peux, des fois... décider de les accompagner, de répondre à leurs questions. Comme elles sont pas trop nombreuses, mais c'est sûr que si elles le faisaient toutes, tu pourrais pas y toutes les assister. Non, au niveau de mes tâches, je pourrais pas, mais bon, c'est un petit détour des fois qu'on prend. Là, ouais. Puis sinon, en termes de résilience, comment est-ce qu'une victime peut être résiliente suite à un événement comme ça? On le disait tantôt, l'entourage est excessivement important dans la réaction de l'entourage. D'être jugé, critiqué par son entourage, d'être rejeté par son entourage. Ça, je l'ai beaucoup vu. Délégitimé. Oui, tout à fait. Des fois, bon, c'est pas tout le monde aussi qui ont des amis à qui ils peuvent vraiment se confier ou des amis qui veulent vraiment leur bien. Je sais pas comment dire. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là ou ce privilège-là d'avoir vraiment des amis là, qui te donnent de leur temps, de leur écoute, qui t'aident. Donc, mais c'est ça pour celles qui ont la chance d'avoir... ça peut être autant un conjoint qu'un ami, une personne de la famille. C'est pas tant important c'est qui. Qu'il y ait au moins une personne qui t'appuie. Au moins une personne. C'est souvent ce que je dis à mes patientes et mes patients. Je dis, est-ce qu'il y a une personne dans ton entourage à qui t'en as parlé, qui peut t'accompagner? Pas obligé d'être tout le monde, mais une personne. Parce que c'est bien l'aide professionnelle, mais j'ai des limites en tant qu'intervenante. J'ai des vacances, moi, des fois. J'ai des congés. Tu sais, des choses... Prends quoi, 2 semaines? Non, mais ces 2 semaines-là peuvent être critiques pour une victime. Exactement. Ça arrive des fois au mauvais moment aussi, là, les vacances. Puis ça, c'est pour tous les intervenants psychosociaux. C'est ça. C'est au mauvais moment. le domaine. Exactement. Donc, c'est important quand même d'avoir une personne dans son entourage qui nous connaît déjà aussi, qu'on peut appeler à 2 h du matin. C'est ça, ils vont pas t'appeler à 2 h du matin. Non, mais il y en a qui le font, mais... des appels quand même. Des fois, parce que t'es on call, là. Oui. Des fois, c'est ça. C'est ça, fait que ça peut arriver, mais c'est pas si fréquent, là, quand même. Il y a des gens qui appellent tard des fois, mais bon. OK. C'est ça,
Si je suis de garde, tu mets tes limites. Ouais, quand même. Ouais, c'est ça. C'est-tu déjà arrivé, par exemple, certains cas où tu voyais que la personne n'avait pas de ressources ou qu'elle avait peut-être honte puis qu'elle n'avait pas envie d'en parler nécessairement avec personne? Est-ce que le suivi est plus long? Y a-t-il une limite en termes de temps où tu peux accompagner ces personnes-là? C'est ça qui est difficile, c'est que tout le monde a accès au même service, au même suivi. On peut être flexible. Des fois, c'est sûr que moi, je suis pas rigide là, par rapport au nombre de séances, nombre de rencontres. Surtout pas maintenant avec la pandémie. C'est plus des rencontres au bureau. C'est difficile de... Fait que des fois, je dis aux gens, OK, même si on a fini nos rencontres, ben si jamais tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me rappeler. Tu sais, ça peut pas être... On peut pas recommencer des suivis, mais des fois, de façon ponctuelle, on peut quand même se parler. Ça, je laisse toujours la porte ouverte pour ça. Mais je peux pas prolonger les suivis en disant, ben cette personne-là personne dans son entourage. Tu peux pas choisir, tu sais, comme... Mais non, je peux pas. Mais ça dure combien de temps, les suivis, c'est sûr? Ça varie. Ça varie vraiment d'un centre désigné à l'autre. Fait que c'est sûr que ça peut encore changer. 2 mois. Non, c'est pas une question de mois. Souvent, c'est une question de nombre de rencontres, nombre de séances, c'est ça. Donc, ça varie, là, dépendamment des fois où on reçoit beaucoup de demandes ou pas. Ça peut aller jusqu'à 10, ça peut être 5, ça peut être 3. Ça varie beaucoup d'un centre à l'autre. Mais c'est ça, on essaye d'accompagner au mieux qu'on peut, c'est ça. C'est à partir de quand que tu dirais qu'une victime peut dénoncer ou porter plainte contre son agresseur? T'sais, on en parlait avant l'entrevue, là, dans le sens que ça passe du catcalling dans la rue à harcèlement sexuel, harcèlement psychologique, tout ça, puis après, aux attouchements, les viols, tout ça. C'est quoi l'acte qu'il faut avoir en tête pour se dire, OK, je peux... ça peut être n'importe quel acte qui est considéré comme étant criminel. Ça peut être du voyeurisme, des attouchements, ça peut être... mais en fait, même du catcalling, il n'y a rien qui t'empêche d'aller à ton poste de police de quartier et de dire, hey, il se passe cette situation-là. Si toutes les femmes qui subissent le catcalling vont au poste de quartier, il va se passer quelque chose. Ouais. Mais souvent, c'est que c'est pas une personne qui reste immobile toute la journée. Non, mais on peut avoir une description de la personne, par exemple. Et c'est sûr que au niveau des services de police, leurs interventions peuvent être très limitées, là, mais de savoir que ça se produit, de savoir qu'il existe cette problématique-là dans mon quartier, que c'est récurrent et que plusieurs femmes ou hommes en souffrent. Je trouve ça, c'est ça, puis plus que t'en parles, plus qu'à un moment donné, je veux dire, ça va devenir juste comme normal de dénoncer ça, puis... Mais trouves-tu que les policiers sont formés pour ça? Ça dépend. J'ai l'impression que si je vais à un poste de police, dire que je me suis fait catcaller, on va quasiment rire en pleine face. Ça dépend. Ça a beaucoup changé. Peut-être qu'il y a plus de formation, plus de sensibilité aussi. Il y a d'excellents policiers. Des policiers que je recroise, des fois, je me dis, ça, c'est un bon policier. Je voulais l'avoir dans ma team. Là, ouais, c'est ça. Mais en général, ils sont adéquats. C'est sûr qu'il y en a qui n'ont pas souvent ce type d'intervention à faire. Ils le disent, je pense pas qu'ils le disent aux victimes, mais ils me le disent des fois à moi. Ils disent, on est moins habitués, tout ça. OK. Moi, je vérifie aussi des fois, est-ce que le policier est adéquat ou pas. Il est arrivé des fois où, on sent que, j'aurais envie de parler au policier, de dire, dire des choses comme ça. Ça ne se dit pas. Ça se dit pas, mais non, j'ai un bon lien généralement avec les gens avec qui je travaille, avec les policiers. Si j'ai la chance de le faire, je vais le faire, là, mais pas en les chicanant. Puis, je dis ça, je dirais pas « wake up », mais je leur dis, je pourrais pas, j'ai pas cette patience. Je dis, mais voyons donc, tu peux pas faire ça. Mais non, mais c'est parce que, non, tu sais quoi, j'ai de la patience pour certaines choses, mais le tact avec les gens, si je vois que quelqu'un répond bêtement parce qu'elle vient de se confier à toi puis t'es en train de l'engueuler, tu sais, pour moi, ça fait aucun sens. Là, mais en fait, c'est révoltant de voir qu'une personne a le courage de faire ça puis que tu parles. Mais il y en a, je pense, qui sont pas capables de read the room puis d'être proches de leurs émotions puis qui sont tellement mal à l'aise qu'ils font juste ce qu'ils savent faire, c'est d'engueuler la personne pour se défaire d'une situation. Mais c'est sûr qu'on a l'image... de la victime, qui est la pauvre victime qui pleure. Mais il y a des gens aussi qui réagissent fortement avec beaucoup de colère, avec qui c'est difficile de collaborer aussi. Ça m'arrive aussi. Les gens veulent pas nécessairement l'intervention policière ou même mon intervention à moi. Ils sont amenés à l'hôpital pour leur bien. Quand même, ils ont besoin de soins. Ça veut pas dire qu'ils les veulent. Ils n'ont pas prévu ça non plus dans leur journée. Même moi, ça m'arrive des fois d'être
quatrième intervenante de cette personne-là, là. Tu sais, dire, ben, si tu as des soucis, tu peux m'appeler. Puis elle dit, ouais, ben, j'ai quand même des TS, j'ai été à tel organisme. Ah, OK, ouais. Mais pourquoi elle s'est présentée? Parce qu'elle n'avait pas le choix? Ou? Oui, les gens ont toujours le choix, mais c'est une intervention très particulière, très précise. Mais ça ne veut pas dire que les gens ont envie de recevoir de l'aide. Non, je comprends. Comme aller à l'urgence. Ils sont pas prêts à recevoir de l'aide encore. Ben, c'est ça, exactement. Moi, je suis très sensible à ça. Tu sais, ça, je travaille à l'urgence aussi. Je les vois, les autres patients. Ils sont pas contents d'être là, puis je les comprends. Ben oui. Fait que des fois, ils sont mal commodes, ils collaborent moins, puis il faut les recadrer, ça arrive. Fait que, tu sais, je suis empathique envers toutes ces personnes, que ce soit mes collègues médecins, infirmières, préposés, agents de sécurité, mais les policiers aussi, qui ont des fois à intervenir dans des situations délicates, à offrir un service, mais qui, tu sais, ils ont une image, les gens réagissent des fois mal à leurs interventions aussi, fait que je suis empathique par rapport à ça. C'est pas facile. Mais bon, c'est sûr. Il y a de tout, là. Ouais. Mais on connaît pas non plus leur background, donc je peux comprendre certaines personnes qui sont pas nécessairement ouvertes à venir parler, mais qui se disent, ils se présentent quand même. Donc, tu vois qu'il y a comme un effort, mais après, il y a peut-être un blocage, je sais pas. Oui, puis il y a des gens qui sont méfiants par rapport aux soins médicaux, qui ont eu de très mauvaises expériences, sans que ça soit lié à des interventions par rapport à des agressions, là, c'est vraiment leur expérience. Justement, comme je disais tout à l'heure, c'est sa première fois ou c'est les quelques fois qu'une personne se présente à l'urgence, on espère que ça se passe bien. C'est pas toujours le cas, puis pour toutes sortes de raisons. C'est pas, c'est pas ça toujours dépend. parce que... Des fois, ça remonte à loin. Là. Des fois, c'est l'éducation, c'est la façon que ta famille t'a appris un peu comment gérer ça ou pas. Peut-être qu'ils t'ont jamais parlé de ça, puis il faut que tu vives ça tout seul aussi. Exactement. C'est pas... Dirais-tu qu'une victime peut développer de l'empathie pour son agresseur? De l'empathie pour... Oui, ça, je l'ai déjà vu. C'est sûr, ça dépend de ce qui s'est passé, mais dans des cas où des victimes comprenaient, peut-être, c'est ça, des fois, c'est comme une maladresse ou une mauvaise communication. Ça, j'ai déjà accompagné des patientes qui me disaient tu sais, moi, je veux pas là, que sa vie soit détruite, là, je veux porter plainte, c'est sûr, je voudrais qu'il reconnaisse au moins ce qu'il a fait, mais j'ai pas envie qu'il croupisse en prison, j'ai pas envie de briser sa famille, ses enfants vont le savoir, tu sais, je sens que les conséquences pour l'agresseur de porter plainte, des fois, ça peut freiner les victimes de porter plainte. Fait que la personne vit quelque chose de traumatisant, puis elle va prendre le temps de penser à la vie de l'autre personne. Oui, mais c'est normal aussi. Non, c'est ça. Les victimes sont tellement bâchées que tu détruis la vie juste avec les hashtags MeToo, là, tu sais, les 2 dernières vagues de dénonciation. Les victimes se faisaient insulter sur les réseaux sociaux comme de quoi qui avait gâché la vie de l'autre. C'est juste Marie-Pierre Morin puis Safia Nolin. Là, tu sais, fait que c'est un gros débat, mais dans le sens où je comprends en même temps. Le courage que ça prend, pour vrai, excusez, là, mais... Ah oui, c'est certain. Mais c'est ça qui fait que c'est complexe, en fait. Puis n'oubliez pas que la très grande majorité des victimes sont agressées par une personne qu'elles connaissent. Il y a même des fois un lien de confiance qui est établi. Ça peut être le conjoint, par exemple, mais ça peut être le voisin. Ça peut être... n'importe qui, en fait, là, mais une personne de confiance, une personne avec qui on a un entourage commun aussi. Donc, oui, il y a beaucoup de victimes qui veulent se protéger. Elles ne veulent pas porter plainte ou elles ne veulent pas dévoiler l'agression à l'entourage, mais c'est aussi qu'elles connaissent les répercussions pour cette personne-là. Donc, ça, c'est assez fréquent que les victimes, au moins, se posent des questions. Qu'est-ce qui va arriver si je porte plainte à mon agresseur? Des fois, on ne le sait pas. Là. On ne sait pas quelles vont être les conséquences. On ne sait même pas s'il va y avoir des accusations. C'est trop tôt à ce stade-là pour le dire, mais... Puis là, j'ai une question pour vous, mais je vais juste vous mettre en contexte. On parle beaucoup des vagues de dénonciation, tout ça. Il y avait le hashtag MeToo en 2017. Après, c'était, je pense, hashtag On vous croit l'année passée, en 2020. Hashtag MeToo qui était plus de dénoncer les gens du show business. On a vu des têtes d'affiches là, qui sont tombées de leur trône, puis ça fait beaucoup jaser. C'était comme ça a pris de l'ampleur à l'échelle mondiale. Après, On vous croit qui était plus centré sur les victimes, plus en mode empathie pour les victimes, puis éduquer les agresseurs. Il y a eu toute cette question de diffamation, puis est-ce que c'est correct ou non de dénoncer sur les réseaux sociaux? Puis je voulais savoir, êtes-vous pour ou contre le fait de dénoncer sur les réseaux sociaux? Tu me poses une question à laquelle je peux pas répondre parce que j'ai vu autant à quel point ça peut être dommageable, mais même pour les personnes qui avaient dénoncé, j'ai vu à quel point aussi ça pouvait être une source de pouvoir, de pouvoir enfin nommer son agresseur, que des victimes s'aperçoivent que « Hey, moi aussi, j'ai été
victimes de la même personne. Donc, ça permet d'éliminer aussi des gens qui sont dangereux, là, je vais le dire. Ouais. Hey, mais c'est vraiment touché parce que même moi, je suis ambiguë sur les deux. Ça fait du bien, ça fait du mal. Je pense que s'il y a un équilibre, c'est correct. Puis, tu sais, justement, aussi, même, on parlait de la forte demande là, de soutien des victimes. Il y a une liste d'attente, on n'a pu finir, des gens qui sont là depuis 18 mois en attente. Donc, c'est rare aussi qu'on entend que les victimes gagnent, je trouve, de ce que je vois dans les médias. Donc, peut-être qu'ils trouvent justice en dénonçant, mais... Oui, c'est ça. Il y a certaines personnes, ils sont parvenues en dénonçant sur les réseaux sociaux, juste le fait de libérer, sans même nommer l'agresseur. D'ailleurs, ça m'a amené dans cette vague de dénonciation-là à écrire un texte qui a été publié dans la presse. Si jamais ça vous intéresse. Ben oui, on va aller voir ça. La conviction de dénoncer, c'est le texte que j'avais écrit qui est une liste de questions qu'une personne se pose avant de dénoncer, de dévoiler une agression à sa famille, sur les réseaux sociaux ou de dénoncer à la police. Il y a toute une série de questions puis d'évaluation des conséquences. Je vous laisserai aller lire ça. C'est sûr qu'on va aller voir ça. On va le partager sur notre page. Moi, ce que je trouve, je suis totalement en accord avec ce que vous venez de dire. Là. C'est très pas polarisant, mais c'est très ambigu comme situation, surtout sur les réseaux sociaux. Puis ce que je trouve dommageable, en fait, pour en avoir vu, tu sais, défiler sur mon fil d'actualité, c'est la façon que les gens vont comme jouer avec ce qui a été écrit, tu sais, parce que la personne a pas nécessairement les mots pour s'exprimer, elle est émotive, elle a pas eu de coach en communication qui a dit quoi écrire, puis les gens vont jouer avec ça, plutôt que de regarder finalement derrière ça, la personne vient de vivre une situation traumatisante, tu sais. Fait que moi, c'est ça que je trouve déplorable un peu. C'est la façon qu'on va juste essayer de trouver le petit bobo derrière. Tu sais, on peut-tu juste se concentrer sur ça? Je pense que c'est l'option de commenter ta situation que tu as vécue. Dans le sens que, oui, on pourrait... Si on va dire, il y avait la page là, Victim of Montreal. Oui. Si l'option des commentaires était désactivée, je pense que ça aurait été juste bien. Oui, en même temps, les commentaires de soutien sont très importants aussi. Ah oui, tu as raison. C'est là, c'est très, très, très complexe. C'est vraiment touché comme question. Mais d'abord, les commentaires négatifs, on les bloquerait, puis les commentaires positifs de soutien. Si c'est un commentaire de soutien, on vous donne l'accès, puis sinon... Ça prend donc quelqu'un pour modérer, et personne n'a le temps de faire ça. Quelqu'un qui a de l'expérience. Oui, aussi. Ouais, parce que c'était sorti, la fille qui avait parti ce compte Instagram-là, je pense qu'elle s'est faite poursuivre, puis j'ai arrêté de suivre ça parce que pour vrai, je trouvais ça lourd, mais tu sais, au final, elle a fait beaucoup de bien. Elle a fait du tort à des gens parce que, bon, c'était pas vrai ce qui avait été écrit sur cette personne, on le saura jamais. Mais je pense que ça a été comme un beau mouvement, justement, pour que ça nous permette d'avancer. Puis une vague de soutien aussi, tu sais, des victimes entre elles qui se sont soutenues, tu sais, qui se sont dit « Hey, c'est légitime ce que tu as vécu ou c'est légitime que tu dénonces et tout. Je vais être avec toi. Moi aussi, j'ai vécu ça. » Exactement. C'est ça qui est fort de ces mouvements-là puis qui est très important, qui amène à en parler encore, à faire de l'éducation. Puis c'est ça, même... Moi, c'est cette dernière vague là, qui m'a amenée à dire... Hey, moi, finalement, je me sens à l'aise de dire que, c'est parce que moi aussi, je suis victime. Là, Puis ça, c'est pas facile à porter quand t'es une intervenante tellement informée, éduquée, qui aide les autres, puis tu te dis, finalement, je me rends compte avec... Quand ça t'arrive à toi. C'est ça. Fait que puis là, mais ça m'a donné le courage aussi. Ça j'ai pas besoin de nommer mon agresseur, mais c'est ça, c'est cette motivation-là derrière ce mouvement-là, de dire, hey, moi aussi, puis je vais le dire. C'est comme un coming out. Puis j'ai craigné un petit peu la réaction de mon entourage aussi, mais je l'ai fait à travers l'article, justement. En m'affichant comme survivante, puis très peu de personnes étaient au courant là, dans mon entourage. Mais... Ça a été quoi la réaction de ton entourage? Est-ce qu'ils t'ont dit « Hey, mais on aurait pu être là pour te soutenir » ou ils ont été plus... Non, parce qu'ils me connaissent. Je pense qu'ils savent que je serais allée les voir. Ça, je pense que personne s'est senti... personne n'a eu une réaction là, de ce type-là, là, de dire « Oh, j'aurais pu être là. » Je pense que les gens aussi savent que je sais trouver les ressources et t'es la bonne personne pour eux. Oui, tout à fait. Mais certaines personnes dans mon entourage à qui j'en avais un peu parlé, on avait beaucoup parlé de toute façon, toutes les situations qu'on vit en tant que femme. C'est pas si on parle du catcalling, mais on parle des tentatives d'agression aussi. Là. Faut pas les oublier, celles-là. C'est ça, quand tout ça arrivait, là, les vagues de dénonciation, je me disais, si on fait un sondage, honnêtement, là, c'est juste qu'il y a plein de femmes qui banalisent ce qu'ils ont vécu, mais je serais pas prête à dire tout le monde, mais presque tout le monde a déjà vécu des situations de harcèlement, tu sais. On les a juste banalisées, même jeune, quand tu marches dans la rue et tu as un monsieur qui te suit puis qui est weird, tu sais. Oui, c'est ça.
Fait c'est une sensation où tu te sens inconfortable, c'est légitime. Puis, je me souviens que ça a vraiment soulevé des conversations que j'avais avec des amis qui me disaient, mais mon Dieu, j'ai donc bien vécu d'affaires. Mais c'est comme si on se disait, ah, regarde, you know what, on va juste le mettre derrière nous pour passer à autre chose parce que, anyway, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Oui, puis c'est un mécanisme de survie, c'est un mécanisme de défense. Donc, ça, c'est pas... comment dire, c'est tout à fait naturel aussi de pas vouloir porter l'étiquette de victime aussi. C'est pour ça que j'encourage souvent les gens à parler de qu'est-ce que tu as vécu. Est-ce que tu t'es senti inconfortable? Est-ce que tu t'es senti manipulé? Est-ce que tu t'es senti forcé? Est-ce que tu sens qu'on t'a trahi? Tu sais, c'est toutes les émotions qui sont liées au fait de vivre une agression ou du harcèlement sexuel. Mais porter l'étiquette de victime, ça, c'est... c'est un autre niveau et c'est pas pour tout le monde. Et il faut respecter ça aussi. C'est sûr que si on explique aux gens, hey, mais tous ces actes-là sont des agressions sexuelles, en as-tu vécu? On a peut-être plus de mains levées. D'où l'importance d'en parler, de continuer à en parler. Je pense aussi... ouvertement, ensemble. Ouvertement. Puis je pense à des émissions comme May I Destroy You. Mon Dieu, c'est tellement bon. Quelle bonne émission. Mais qui fait comprendre, tu sais, s'il y a aussi... C'est sûr que c'est une série qui est difficile à regarder, qui est un épisode à la fois. Ah ouais. Par mais contre, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Il y a tellement d'éducation, en fait, d'informations tellement importantes et pertinentes qui ressortent, ne serait-ce que pour confirmer ou apprendre que quand ton partenaire retire un condom sans t'en avoir parlé, sans ton consentement, c'est considéré comme une violence sexuelle. Mais juste pour ça, puis là, avec la réaction là, du partenaire. Mais c'est fou, hein? Je trouve qu'à travers les émissions qu'on écoute, de plus... ça a souvent été ça, le purpose, mais de juste être progressiste, puis de découvrir, puis d'être de s'informer à travers des émissions. Tu t'as nommé How May I Destroy You? Puis il y a Grand Army aussi que j'ai écouté sur Netflix, c'était vraiment un coup de cœur. Ils ont traité des enjeux tellement importants, mais avec une subtilité, une sensibilité incroyable. Oui. Par contre, il faut aller quand même des fois gratter. Mais... Parce que moi, je vois des choses des fois dans les émissions, des faits ou des fois des recommandations. Je dis, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, non, mais inévitablement, c'est ça. Il faut rester prudent là, quand ça a quand même été scénarisé. Il y a quand même c'est arrangé avec le gars des vues pour certaines choses. Fait que des fois, je me dis, des fois, je dis qu'il faut rester prudent. Reste que l'art, en général, là, ça permet quand même de véhiculer un message. Clairement. Vraiment. Puis, en terminant, on a une question pour toi. Si je te dis, à go, on change le monde ensemble, si tu avais une chose à choisir pour faciliter ton travail ou ton domaine, qu'est-ce que tu choisirais? Je vais vous dire, là, moi, je commence à être épuisée, en fait, que la lutte aux violences sexuelles repose sur les épaules des femmes ou des personnes qui s'identifient comme étant femmes. Les vagues de dénonciation sont portées par les femmes parce qu'elles sont majoritairement victimes. Mais quand on y pense, c'est pas une problématique de femmes, c'est une problématique masculine. Des gens qui sont surreprésentés chez les agresseurs, les prédateurs sexuels. Puis le parallèle que je fais dans ma tête, c'est de dire, quand on parle des agressions commises envers les enfants, on dit pas, ouais, mais les enfants devraient mieux se protéger. Non. On dit pas ça. On intervient auprès des délinquants sexuels, des personnes pédophiles, le traitement, l'intervention est axée sur eux pour prévenir, pour pas qu'il y ait de récidive. Alors, si on regarde les chiffres, puis on regarde qui sont les agresseurs, les personnes qui font du harcèlement sexuel, les personnes qui commettent des gestes d'attouchement dans les lieux publics, d'agression sexuelle en intoxiquant leurs victimes, partager des photos sur Internet ou partager des photos intimes sans le consentement. C'est qui ces personnes-là? Pourquoi on n'intervient pas auprès de ces personnes-là? C'est là la vraie prévention, elle est là. Elle est dans nos relations hommes-femmes. Il faudrait qu'il y ait une plus grande réalisation de la part des hommes de juste réfléchir par rapport à leur comportement, même si c'est déjà un processus qui a été C'est un processus, commencé. Je le vois, là, il y en a de plus en plus qui s'impliquent, mais je le vois aussi qu'il y en a beaucoup qui se portent à la défense des femmes. Oui, OK. Ça, c'est nécessaire. Mais il y en a d'autres qui c'est nécessaire. Oui, tout à fait. Puis c'est nécessaire d'avoir ces hommes alliés qui nous défendent, qui permettent aussi de nous laisser nous reposer puis reprendre des forces avant de reprendre le combat. Mais les hommes font partie de la discussion à un autre niveau aussi mais pourquoi commettent-ils ces gestes? On parle de violence conjugale, on parle d'agression sexuelle, de féminicide.
qui sont les auteurs de ces crimes-là, ben il faut regarder, il faut se tourner, en fait, vers eux, puis leur poser la question, voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vous amène à éprouver autant de haine envers les femmes. Tu sais, c'est... Faudrait il y a sûrement des études qui sont faites par rapport à ça, ou ne serait-ce que créer des programmes pour venir en aide à ces agresseurs-là. Clairement. Ça a l'air bizarre à dire, mais tu sais, je pense que ça part de là, justement, d'avoir un soutien pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, pour éviter. Prévenir. Puis ces agresseurs-là, ils sont partout. Le nombre d'agressions qu'on dit avoir subies, et puis c'est ça, quand on parle de catcalling, par exemple, c'est monsieur dans la rue, là. C'est mon voisin, c'est le gars dans le party, c'est mon collègue étudiant, c'est mon employeur, c'est beaucoup de monde. Prendre pour acquis que c'est si loin que ça de nous. Non, c'est ça. Puis pour eux, quand tu commences à leur dire, voyons, tu peux plus faire ça, surtout pas après ce qui vient de se passer, là, tu sais, c'est toujours banal. Puis moi, j'ai des amis, tu sais, puis c'est des super bons gars, mais des fois, tu sais, il y a des petits commentaires qu'ils vont faire une fois de temps en temps, puis je vais leur dire, surtout depuis les vagues de dénonciation, mon Dieu, le nombre de fois que j'ai dit ce mot-là dans le podcast, mais surtout depuis ces événements-là, je me permets de plus en plus de le faire parce que je me dis, j'ai aussi cette part de responsabilité d'éduquer mon entourage, puis je vais plus me taire, tu sais. Puis quand je leur dis, t'as raison, je devrais pas dire ça. Ben oui, c'est ça. Puis c'est d'agir à petit niveau, là. Ce qu'on demande aux gens, c'est pas d'être des super-héros qui se mettent en danger. Non, mais à petite échelle, une blague inadéquate, une blague, on s'entend, ou un commentaire déplacé, c'est le temps, là, effectivement, de parler. C'est difficile, par contre. Ça demande de la pratique. Il faut être quand même confortable. Il faut se sentir à l'aise Puis moi non plus, j'ai pas toujours le goût d'intervenir. Puis des fois, je me dis, oh non, est-ce qu'il faut encore que je milite? Tu sais, c'est lourd à porter. Mais si tout le monde, on le fait, homme, femme, là, si on se motive, puis c'est ça que ça a eu comme effet quand même, le mouvement MeToo. Il y a des gestes qui sont plus acceptés du tout. 100%. Moi, je l'ai vraiment remarqué, là. Même au travail, des choses qui sont plus acceptées du tout, ça passe plus. Il y a aussi des gestes concrets qui ont été portés, des ressources qui ont été développées, puis ça en prend d'autres. Je veux dire, comme on parlait tantôt de la liste d'attente, je veux dire, il y a trop de gens qui doivent attendre pour avoir ces... Puis vous êtes des ressources tellement essentielles, on en veut plus. Oui, puis ça, c'est partout, autant, mais même en santé mentale, il y a des listes d'attente partout aussi. Quand on dit qu'il y a des refuges qui ferment la porte parce que leurs lits sont tous occupés, on dit mais comment c'est possible, mais ça c'est la réalité, spécialement maintenant, il y a vraiment un problème au niveau de l'accès aux ressources par tous les moyens. Moi, j'ai la difficulté à référer. C'est clair. Je suis intervenante de première ligne, puis j'ai de la difficulté à prévoir la suite parce qu'il n'y en a pas d'aide, c'est difficile. Merci beaucoup, Maë, d'être venue. Je voulais surtout te dire merci d'exister. Ça peut sonner vraiment cliché, mais tu sais, il en faut des gens comme toi. Ça doit pas être facile de te réveiller, de te lever tous les matins puis d'avoir le courage d'affronter ça. Puis de te dire comme, OK, ça se peut qu'aujourd'hui, je sois pas dans mon assiette, mais je vais avoir une grosse journée qui m'attend. Puis tu sais, tu es là quand même. Puis je pense qu'il faut plus de gens comme toi, c'est nécessaire. Vraiment. Puis donc, je pense vraiment, merci. on va définitivement mettre tous les liens dans la description de l'émission. Puis il va falloir qu'on se revoie. On va faire le podcast et on va aller parler. On va parler 3 heures de plus. Oui, c'est ça. Avec plaisir. Merci d'ouvrir la discussion, d'ouvrir le sujet. C'est tellement important pour les gens d'en entendre parler. C'est une façon de le faire par le podcast, sans que ça soit trop traumatisant non plus. On l'espère, que ça soit pas revictimisant surtout. Mais merci. Merci.